Donc justement, il ne faut surtout pas qu'on aille dans le mur plus qu'on est déjà sur... Oui. On était 2 milliards et demi en 1950 Ouais. et on est 8 milliards 3 actuellement. Ouais. Est-ce que l'impact, parce qu'on parle beaucoup des activités, est-ce que l'impact démographique... C'est une des composantes. Mais une des composantes. Je vais répéter peut-être la question, je pense que tout le monde n'a pas entendu. Oui, sur la question de la démographie. Voilà, la démographie. La démographie est un élément très important des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est pas que parler des émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est ça le premier vecteur pour la partie démographie, mais il y a d'autres choses. Il y a l'efficacité énergétique, et là, on fait des progrès de façon non-stop. On a amélioré l'efficacité énergétique depuis chaque année de quasiment 10%. Donc, il n'y a pas que, mais c'est un gros, oui, c'est un déterminant important. Ouais. Et le fait qu'elle baissera, probablement. Oui, probablement à la moitié du siècle. Ouais. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est difficile de... Le mot aide, c'est forcément une question de donner vie. C'est un petit peu c'est compliqué, mais c'est évident que si on le regarde de façon un petit peu distante, comme un élément, enfin comme un facteur, bah c'est sûr que oui, réduire la population au milieu du siècle va aider. Oui. Alors on commence à décrocher. Avant, c'était une ligne droite entre la population et puis les émissions de gaz à effet de serre. On voit qu'il y a d'autres leviers. Encore une fois, il y a le contenu carbone de l'énergie, c'est essentiellement via l'énergie, comme je vous ai dit, 75% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a le contenu carbone de l'énergie, il y a l'efficacité énergétique, et pour l'instant, ce qui fait, il faut savoir que sur l'énergie, le bâtiment, donc tout sauf le transport, jusqu'au dernier rapport du GIEC, mais là je pense que ça va être probablement bien réactualisé, puisqu'on augmente l'électrification des usages de façon plus importante maintenant. Il faut savoir qu'on stagne à peu près dans les émissions. À peu près, enfin on a quand même réduit la vitesse à laquelle les émissions sont faites, et c'est essentiellement pour l'instant du fait de l'efficacité énergétique. Ça c'est pour le dernier rapport du GIEC, mais je pense que depuis le dernier rapport du GIEC, il y a quand même eu pour ce qui est par exemple de la production d'énergie, beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables, et là je pense qu'on devrait avoir un signal assez fort aussi maintenant sur ce qu'on appelle le contenu carbone de l'énergie. Mais la population, c'est un des 4 facteurs qui pilotent les émissions de gaz à effet de serre. Je vais juste ajouter un petit mot par rapport à ce qui a été dit, parce qu'effectivement, on a parlé de démographie, on a parlé de l'industrialisation, on a parlé de beaucoup de choses, et tu le dis bien, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la diminution. Et moi, je vais ajouter un petit mot sur un sujet qui est très sensible pour moi, qui est un peu mon dada, c'est l'éco-impact d'Internet. Voilà. Et quand on parle de décarbonation, en fait, j'avais fait une conférence il y a 2 ans sur l'éco-impact d'Internet, et les chiffres de l'ADEME faisaient état d'un équivalent en carbone équivalent au transport routier. Ça, c'était il y a 2 ans. C'était avant les IA. Voilà. Alors, j'ai envie, si tu permets, de poser un petit sondage. Qui utilise ChatGPT ici, dans la salle? Levez la main. Vous ne serez pas punis, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Quand on utilise ChatGPT pour avoir un petit chat qui fait coucou sur Internet, sur un réseau social, moi, la comparaison que je fais, c'est comme de prendre un camion de 35 tonnes pour aller acheter le pain 200 mètres de chez soi. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, tu as raison de dire qu'il y a plein d'efforts qui sont faits au niveau industriel, et c'est vrai, je peux confirmer, je le vois aussi. Par contre, au niveau d'Internet et des data centers, ils prévoient une augmentation de multiplication par 3 dans les 10 années à venir. Il faut savoir qu'aux États-Unis notamment, ils sont en train de relancer des centrales à charbon pour alimenter les data centers. Je parle d'énergie, on parlera de l'eau un peu après, c'est le même niveau. Donc on a tous, je pense, alors oui, il y a des responsabilités à nous, mais je pense qu'on a tous aussi notre responsabilité de dire, à chaque fois que je commande un truc qui vient de Chine, je le sais, à chaque fois que j'utilise ChatGPT pour faire un petit gif, en fait, je contribue, j'apporte ma pierre à l'édifice, dans le mauvais sens, dans, effectivement, le réchauffement climatique. Voilà, je voulais juste apporter ça. On est tous responsables aussi. D'ailleurs, actuellement, la source principale d'augmentation des émissions, de la consommation énergétique. Juste, je voulais, pour finir, dire que je vous ai montré juste avant donc, ces fameux trajectoires qui ont suscité débat. Donc on peut vouloir s'engager dans une des trajectoires, peu importe, enfin je veux dire, c'est... Mais après, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc il y a des crises qui peuvent apparaître. Donc je prends juste la crise en Ukraine. Alors il faut savoir que lorsqu'un général parle, il faut savoir que le ministère des Armées est celui qui est le plus affûté sur les questions de risque
Et on ne parle pas que de risque défense, hein, de risque militaire. Moi, je suis intervenu, j'étais formateur pour les cadres supérieurs de la fonction publique sur les questions de transition écologique. Quand je suis intervenu au ministère des Armées, j'avais rien à leur apprendre. C'est la culture du risque qu'ils l'ont. Et donc, en fait, quand ce général dit qu'il faut réfléchir à la guerre en Ukraine pour éviter d'être surpris par une nouvelle bascule du monde, il ne parle pas forcément de défense. Il parle beaucoup d'énergie, d'ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, l'Europe a pris une directive qui s'appelle Repower EU. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 3 objectifs prioritaires de cette directive. La première, c'est économiser l'énergie. Deuxième, diversifier les 2 suivantes, c'est des questions, on va dire, de souveraineté énergétique. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a une bascule complète du discours politique. Jamais on parlait de sobriété. C'est un tabou des politiques publiques de parler de sobriété. Sobriété, c'est décroissance, c'est ce que vous voulez. Et là, face à la crise à laquelle l'Union était exposée, eh bien, c'est devenu la priorité dans cette directive, en tout cas, une priorité numéro 1. Donc là aussi, il y a des bascules qui peuvent se faire. La deuxième chose que je vois, alors moi, ça fait plus de 20 ans que, en tant que climatologue, j'ai été un peu chahuté aussi par des gens qui y croyaient moins. Et là aussi, il y a une bascule assez importante récemment, et on parle d'IA, on parle d'Internet, on parle du numérique en général, mais effectivement, on a une explosion bien plus forte à de la désinformation, et on est passé de la désinformation climatique d'ailleurs à ce que je pourrais appeler de la désinformation énergétique. Il faut savoir qu'on tape, c'est plus difficile de taper sur, l'existence du réchauffement climatique, 2, même sur le rôle des activités humaines sur le réchauffement climatique. En revanche, on commence à taper, à voir de la désinformation sur les solutions. Donc on est en train d'essayer de créer du doute. Et ce qui est important, c'est d'avoir toujours conscience que d'aller chercher de l'information auprès de sources multiples. D'accord ? Auprès de sources multiples. L'idée, c'est d'avoir une convergence de sources qui permet de se faire une idée plus précise pour éviter d'être exposé à éventuellement de la désinformation qui se massifie sur les réseaux.